bonsoir à tous, à tous les auditeurs, toutes les auditrices des Amis d'Orwell. Ouais, merci Kamel. Donc, tout à l'heure, en introduction de l'émission, je disais que tu étais doublement confiné, parce que ton histoire est très particulière. Alors, on t'a rencontré récemment au tribunal à Paris, parce qu'il y avait une audience pour essayer de faire lever un petit peu ton contrôle judiciaire, enfin plutôt ton assignation à résidence, parce que toi, c'est le régime antiterroriste qui te confine à domicile, et depuis 12 ans. Alors, pour résumer un petit peu, parce qu'évidemment, c'est très très long, mais alors, tu as été poursuivi au début des années 2000, tu as été condamné, tu as fait 6 ans de prison, je crois, tu as été déchu de ta nationalité française, l'État ensuite a décidé de t'expulser de France, ça a été rejeté, et depuis 12 ans, tu es donc assigné à résidence et assignation quasiment perpétuelle. Effectivement, je suis assigné à résidence depuis 12 ans. Ça fait 12 ans très exactement hier, en fait. Depuis hier, ça fait très exactement 12 ans que je suis assigné à résidence. Et c'est suite effectivement à une condamnation pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste pour des faits que je n'ai jamais commis. Mais voilà, la justice m'a condamné donc à 9 ans ferme en première instance, qui ont été ramenés à 6 ans ferme en appel. Et donc suite à ma sortie de prison, je devais être expulsé vers mon pays d'origine, l'Algérie, puisque j'étais binational. En fait, j'étais franco-algérien, on m'a déchu de la nationalité française. Et donc j'ai fait une procédure auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour dire que si jamais j'étais expulsé vers mon pays d'origine, je risquais des traitements dégradants et inhumains. Et donc j'ai été assigné à résidence en attendant la décision sur le fond de la Cour européenne des droits de l'homme qui m'a donné raison. Et donc depuis, je dois trouver un pays d'accueil, c'est-à-dire un pays qui veuille bien m'accueillir donc à l'issue de cette... c'est-à-dire que mon assignation à résidence en fait dure tant que je n'aurai pas trouvé un pays qui pourra m'accueillir. Et donc c'est pour ça que je suis que ça fait autant d'années que je suis soumis à ce régime qui est extrêmement contraignant, puisque j'ai 2, 3 ou 4 pointages quotidiens tous les jours, donc 365 jours par an, et 366 même les années bissextiles. Je suis en plus depuis plus de 3 ans et demi soumis à un régime particulier, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de quitter mon domicile entre 21h et 7h du matin. Et ça fait 3 ans et demi, surtout que je suis séparé de ma famille, de mes enfants. Donc, en fait, l'assignation à résidence, ça consiste concrètement à ne pas quitter la commune et à aller pointer au commissariat plusieurs fois par jour, tous les jours, pour vérifier ma présence sur le territoire de la commune. Donc, par ailleurs, on m'interdit de travailler. Donc, j'ai pas la possibilité en fait de subvenir à mes besoins. Jusqu'à il y a à peu près 6 mois, j'étais hébergé aux frais du ministère de l'Intérieur dans une chambre d'hôtel. Et donc mes repas étaient pris en charge. Et depuis, on m'a trouvé une maison, mais je n'ai aucune prise en charge, si ce n'est le loyer, l'eau et l'électricité. Donc moi, bien sûr, j'ai demandé à travailler, j'ai même trouvé un emploi à mi-temps. Et malgré ma demande, on me refuse toujours de travailler. Donc cette situation-là, elle peut durer indéfiniment. C'est ça. Et donc ça fait déjà 12 années. Récemment, effectivement, je suis passé devant la cour d'appel de Paris, c'est-à-dire la dernière, dernière étape, juridiction qui m'a condamné. Et j'ai fait ce qu'on appelle une demande de relèvement en ITF, c'est-à-dire demander à ce que l'interdiction du territoire français n'existe ne s'opère plus, de manière à ce que je puisse retrouver une vie normale, puisque toute ma famille est en France et que je n'ai absolument aucune famille en Algérie. Et donc, cette troisième demande m'a été refusée. Et donc, j'ai eu juste le refus, en fait, de la part du greffe, mais je n'ai toujours pas tous les attendus, je n'ai toujours pas l'argumentaire qui a été relevé par la Cour d'appel pour me dire pourquoi cette interdiction donc, du territoire français était encore une nouvelle fois refusée. Le relèvement, en tout cas, de cette interdiction du territoire.
Ouais. Et tu peux nous rappeler combien de résidences le ministère de l'Intérieur t'a assigné? Alors, je t'entends vraiment très mal. Je suis désolé, mais il faut vraiment tendre l'oreille. Est-ce que tu peux rappeler le nombre de résidences que l'État français t'a assigné? Parce que ça... En fait, là, j'en suis à mon 7e point de chute. 7e. J'ai été dans la Creuse au tout début. Donc là, je suis resté à peu près 1 an. J'étais à 2 pointages quotidiens. J'avais pas de couvre-feu. Ensuite, donc j'ai été condamné à 6 mois ferme parce que j'avais accompagné ma femme qui était enceinte pour qu'elle aille à la clinique. Donc j'ai quitté la zone dans laquelle je devais être et donc j'ai été condamné pour ça à 6 mois ferme. Donc j'ai effectué 4 mois et demi avec le jeu des remises de peine. Donc après, au lieu de revenir donc au domicile familial, on m'a envoyé en Haute-Marne, donc à 450 km dans mon domicile. Donc là, je suis resté dans 2 petits villages de Haute-Marne, puis ensuite j'ai été envoyé dans le Tarn. Donc là, je suis allé à La Cône, puis encore dans une autre ville du Tarn. Et ensuite, je suis allé en Charente-Maritime. Et puis enfin, le dernier point de chute, et le 7e, c'est Aurillac, dans le Cantal. Et à chaque fois, c'est le ministère de l'Intérieur qui décide de te changer de domicile et sans préavis, c'est ça? Ils décident dans leur coin. Et oui, effectivement, à chaque fois, ça dépend du ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur qui est compétent pour prendre ces décisions. L'assignation en résidence, c'est une mesure administrative. Donc, c'est une mesure administrative qui a été adossée à une mesure judiciaire, mais en tout cas, c'est le tribunal, c'est la cour d'appel en fait qui peut éventuellement lever cette partie-là, cette mesure administrative, mais celui qui gère tout ça au jour le jour, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est une manière, en fait, c'est une espèce de gestion qui est déléguée par le ministère de la Justice au ministère de l'Intérieur. Bien sûr, le ministère de l'Intérieur peut utiliser tout un tas d'artifices pour me maintenir dans cette situation. C'est par exemple le cas ce qu'on appelle les notes blanches, c'est-à-dire de documents qui sont ni datés ni signés, où un officier du renseignement peut raconter à peu près tout et n'importe quoi sur la foi de témoignages plus ou moins douteux de personnes, par exemple, de ton voisinage, sur la foi de main courante. Bon, c'est par exemple ce qui a motivé en fait mon éloignement de ma famille. Ouais. Donc, on a une maison en fait à proximité d'un couple de fonctionnaires de police qui en plus sont encartés au Rassemblement national. Ouais, super. Et donc, ces fonctionnaires de police, quelques temps après les attentats de Nice, et surtout ceux de Magnanville, qui avaient touché également des fonctionnaires de police, ne supportant pas ma présence, donc ont été inventés de toutes pièces, toute une histoire, pour dire qu'ils se sentaient menacés. Et c'est comme ça qu'ils ont fait signer une pétition, qu'ils ont fait circuler dans la ville. Ils ont adressé plusieurs courriers au maire de la ville, à la préfecture du Tarn. Donc j'ai fait l'objet d'une surveillance pendant 2 mois et demi. Il y avait un quart de CRS, avec deux groupes de 6 gendarmes mobiles à chaque fois, qui tournaient donc pendant toute la nuit, moteur allumé. Pendant 2 mois et demi, pour essayer de nous faire craquer, ma femme, mes enfants et moi. Et donc, ils ont en fait tout fait pour m'éloigner. Et alors, on parle beaucoup actuellement de Christophe Castaner et de M. Nunez. Mais bon, il faut savoir qu'à l'époque, c'était un ministre, soi-disant, de gauche, qui gérait la place Beauvau, c'était M. Cazeneuve. Donc, que les gouvernements soient de droite ou de gauche ou d'extrême centre, comme on appelle ça maintenant, c'est exactement la même logique qui est employée. C'est une logique de répression, c'est une logique de pression extrêmement importante pour faire craquer les personnes qui sont ciblées, et ainsi de suite. Il faut savoir, par exemple, que ma belle-fille, qui avait 12 ans à l'époque, on a lancé contre elle une enquête préliminaire
pour apologie publique d'actes de terrorisme. Tout ça parce qu'il y avait un prof qui avait des idées plus ou moins racistes, xénophobes. Pourtant, ma belle-fille est blonde aux yeux bleus, ça n'est pas du tout typé. Donc, cette personne-là l'a brutalisée. Et pour se couvrir, il a été dire qu'elle avait tenu des propos innommables devant ses camarades, alors qu'elle avait 12 ans. Donc, il y a eu pratiquement 1 an de procédure pour éviter à ma fille d'être poursuivie. Et donc, elle a été extrêmement traumatisée. Sa scolarité a été très, très mise à mal. Et de ce fait, maintenant, elle est obligée d'étudier par le biais du CNED, parce qu'elle n'a plus aucune confiance dans les équipes pédagogiques. Il faut savoir que pendant plusieurs années, on l'a traité de fille d'Al-Qaïda. D'accord. Parce que moi j'ai été condamné pour dans le cadre de l'affaire 11 septembre. Bien sûr, C'était en 2001, tu veux dire. C'est en 2001. Comment dire, je n'ai pas fait les actes qu'on m'a reprochés. Mais bon, ça m'a pas empêché d'accomplir 6 ans et 9 mois de prison ferme pour des faits que j'ai toujours niés et pour des faits pour lesquels il n'y avait aucune preuve matérielle. C'est simplement des rapprochements qui avaient été faits sur A connaît B, B connaissait, et ainsi de suite. Voilà. Une fois qu'on est condamné pour des faits de terrorisme, quel qu'il soit, d'ailleurs que ce soit du terrorisme dit islamiste, du terrorisme dit basque ou corse ou d'extrême gauche, etc. C'est exactement les mêmes techniques qui sont utilisées. On construit une histoire, on construit un scénario, puis après, à chacun, on attribue un rôle. Et donc, une fois que les condamnations aboutissent, une fois que la prison ferme est effectuée, on est marqué à jamais au fer rouge, et c'est extrêmement difficile après d'avoir une vie sociale, d'avoir une vie professionnelle, d'avoir une vie familiale digne de son nom. Kamel, est-ce que la situation actuelle avec le confinement obligatoire, est-ce que pour toi c'est une deuxième peine? Comment tu le vis en plus? C'est encore plus compliqué. Oui, alors par rapport à la situation de confinement du Covid, il n'y a pas besoin d'être complotiste pour comprendre ce qui se passe. En fait, il faut savoir que le ministère de l'Intérieur, des lois répressives, des lois sécuritaires, ça fait des années qu'il en fait. Je pourrais vous en citer tout un tas. Je vais vous donner quelques exemples pour vous expliquer que ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc la première loi de lutte contre le terrorisme, c'est une loi qui a été faite le 9 septembre 1986. Donc c'était une loi relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État. C'est comme ça qu'on l'appelait. Donc ça a permis par exemple d'étendre la garde à vue à 4 jours. Et ça a permis d'alourdir les peines pour tout ce qui était considéré du domaine du terrorisme. Après, il y a eu une loi, par exemple, le 10 juillet 1991, qui concernait le secret des correspondances. Et donc, c'est cette loi-là qui a permis de légiférer, notamment sur les écoutes judiciaires et les interceptions. Donc, après, il y a eu le fameux plan Vigipirate en 1995. Puis, il y a eu une loi sur la vidéosurveillance le 21 janvier 1995. Donc, toutes ces lois-là, vous remarquerez qu'à chaque fois, en fait, elles viennent après des événements dits terroristes. Ouais, exact. Des événements avérés ou non de terrorisme. Et donc, c'est après que le ministère de l'Intérieur les députés et les sénateurs, les parlementaires, légifèrent. Ils utilisent en fait l'émotion provoquée par des faits réels pour pouvoir légiférer et créer des nouvelles lois qui, au départ, sont présentées comme des lois antiterroristes, mais qui, en réalité, petit à petit, vont infuser dans le régime classique, dans le régime, j'allais dire, des peines des peines, disons, plus traditionnelles. Je pourrais continuer comme ça. Il y a eu une trentaine de lois à peu près dites antiterroristes et qui petit à petit ont infusé dans le droit commun. Disons qu'à chaque fois, en fait,
la police, la justice et le Parlement avancent ses pions et exercent une emprise de plus en plus importante sur les libertés publiques. Et bien sûr, au départ, ça se fait sur des prétextes terroristes, mais après, en fait, toutes ces lois se généralisent progressivement. Bien sûr, ça ne se fait pas tout de suite, mais sur l'espace de 5, 10, 15 années, des lois qui étaient au départ dites des lois antiterroristes, elles vont se généraliser à l'ensemble de la population. Et là, effectivement, ce qui se passe avec la crise sanitaire du Covid-19, la première chose qui a été faite par le gouvernement, c'est de donner pratiquement les pleins pouvoirs au Premier ministre. Donc le Premier ministre peut légiférer par ordonnance et un champ de possibles qui est effarant. Et ça s'est passé comme une lettre à la poste, d'autant plus que toutes les institutions qui sont censées contrôler ce que font les parlementaires, ce que fait le gouvernement, elles se sont en quelque sorte auto-censurées d'elles-mêmes, comme le Conseil d'État ou même le Conseil constitutionnel, pour laisser pratiquement libre cours à toutes les velléités du gouvernement. Donc cette crise sanitaire, bien sûr, elle permet des extensions de la répression et des extensions policières et judiciaires qui n'étaient pas possibles auparavant. C'est ce que les juristes appellent souvent l'effet cliquet. L'effet cliquet, en fait, à chaque fois qu'une nouvelle loi est prorogée, c'est difficile de revenir en arrière, surtout quand c'est une loi qui concerne les libertés publiques. Donc au départ, on présente cette loi-là sous l'émotion populaire, donc par exemple après des attentats, après une crise sanitaire, après des événements, même des faits divers qui ont été particulièrement graves. Et ensuite, une fois que ces lois sont adoptées, c'est extrêmement facile après pour les parlementaires de les modifier, de rajouter quelques mots par-ci, quelques alinéas par-là. Et finalement, ces lois qui étaient au départ censées cibler une catégorie de personnes bien particulière, elles se généralisent, peut-être pas pour l'ensemble de la population, mais en tout cas pour des publics de plus en plus importants. Et là, on le voit, notamment sur la façon dont on surveille les allées et venues des gens. On voit bien que le traitement est pas tout à fait le même lorsqu'on habite les beaux quartiers et lorsqu'on habite les quartiers populaires. Classique. On a une manifestation flagrante. Ok. Kamel, est-ce que récemment, la section France de Amnesty International s'est penchée sur ton cas? Est-ce que ça a fait quelque chose pour toi de te faire soutenir par Amnesty? Est-ce que ça a changé ta situation concrètement? Alors, effectivement, l'ONG Amnesty International m'a soutenu pour plusieurs procédures judiciaires. Amnesty a dit au gouvernement, a fait des courriers officiels, a rencontré des représentants officiels de l'État pour dire voilà, cette situation-là ne peut pas durer éternellement. On peut pas confiner une personne parce qu'il s'agit finalement d'un confinement, ni plus ni moins. L'assignation à résidence, c'est une forme de confinement. Voilà, vous ne pouvez pas garder une personne confinée comme ça pendant 12 ans, à plus de 200 km de sa famille, ne lui donner aucune perspective pour son avenir, ne pas lui permettre de travailler, que cette personne-là soit complètement dépendante de ses proches, de sa famille proche, pour ne serait-ce que recevoir des subsides, etc. Donc, Amnesty considère que cette situation-là ne devrait pas exister dans un état de droit. Donc, ça m'a permis, bien sûr, d'avoir une visibilité, puisque avant d'être soutenu par Amnesty, c'était très difficile pour moi de plaider ma cause, parce qu'il y a déjà cet effet repoussoir qui est que dès qu'on parle de terrorisme, tout de suite, voilà, c'est le mot qu'il ne faut pas prononcer, les gens n'ont plus aucune réceptivité. Donc là, le fait quand même d'être soutenu, notamment par Amnesty, mais pas uniquement, il y a d'autres ONG,
ça permet de relativiser les choses et de dire, voilà, les principes de droit s'appliquent à tout le monde et on ne peut pas faire n'importe quoi. D'ailleurs, Amnesty s'est illustré également pendant les manifestations, par exemple, des Gilets jaunes, les récentes manifestations contre la réforme des retraites, et même actuellement par rapport à la surveillance justement de toutes les arrestations arbitraires et des violences policières et également judiciaires, parce qu'on parle souvent des violences policières, mais également des violences judiciaires. Tout à l'heure, Maïssa nous a donné son témoignage. Moi, il ne m'étonne absolument pas. Ce qu'elle dit, c'est triste, mais c'est ce que rappelait également Florian, l'avocat de Lille. C'est des situations qui sont, je veux dire, elles sont malheureusement très fréquentes. Qu'on habite dans certains quartiers, qu'on n'a pas la bonne couleur de peau, qu'on n'est pas habillé, qu'on est habillé d'une certaine façon, qu'on a certaines orientations, on n'a pas le même traitement. Ça, il faut le dire. Je veux dire, on dirait que c'est un tabou, mais c'est une réalité. Il y a des centaines de milliers de personnes qui le vivent. Ouais. Moi-même, pour te dire, une fois, je te parle de ça dans les années 95. J'ai fait une expérience comme ça, c'était bien avant qu'on parle de l'autotesting, etc. C'était juste, si tu veux, pour me dire, mais attends, est-ce que c'est moi qui ai une mauvaise perception des choses, ou bien est-ce que c'est la réalité? Donc à l'époque, j'habitais à Paris intramuros, donc le matin, je me suis habillé bien en costard cravate, etc. Je suis allé dans le métro, etc. Rien, que dalle. C'était à Châtelet. Je suis revenu quelques heures après. Je me suis mis en jean basket. Je me suis un peu décoiffé, etc. Et là, j'ai été interpellé au moins à deux ou trois reprises. C'était exactement dans la même zone, dans le même quartier, avec les mêmes équipes de policiers. Je te parle de ça dans les années 90. Ouais, pas mal. Voilà, et bon, maintenant, des discriminations, il y en a, elles existent, c'est une réalité. Ouais, ça n'en finit pas. Et est-ce que tu peux nous raconter, pour finir, ce qui s'est passé récemment avec ton compte Twitter? Ce qui s'est passé sur Twitter. Ouais. Alors oui, quand il y a eu les événements à Villeneuve-la-Garenne, j'ai effectivement fait 2 tweets où j'ai mis en lien la chanson de rap de La Rumeur, qui est connue, qui s'appelle PORC. PORC, P.O.R.C, qui s'appelle, ça signifie pourquoi on resterait calme. Ouais, bonne question. C'est l'anagramme, pas l'anagramme, mais c'est un acronyme, ouais. C'est c'est ce que signifient en fait ces 3 lettres, donc ces 4 lettres. Donc j'avais fait 2 tweets, donc avec en lien cette chanson de La Rumeur, et donc j'ai été censuré par Twitter pendant 12 heures. Parce qu'on considérait que c'était des propos qui étaient injurieux pour une certaine catégorie de la population. Alors je sais pas si c'est je sais pas si c'est des antispécistes ou bien des gens qui aiment bien la police nationale ou des fachos patentés qui m'ont signalé, mais en tout cas ça m'a valu 12 heures de censure. Et alors ce qui est déplorable en fait dans cette histoire, c'est que par exemple Twitter, lorsqu'il y a des tweets qui sont signalés, il vous propose en fait, il vous dit voilà, vous avez une possibilité de faire appel. Mais en réalité, c'est mieux si vous supprimez votre tweet. C'est-à-dire si vous supprimez votre tweet, il n'y a pas de problème, vous attendez le temps qu'il faut. Donc il y a cette idée d'autocensure qui est extrêmement dangereuse. D'accord. Parce qu'en fait, les gens, et on le voit maintenant, alors ça ne veut pas dire qu'il faut dire tout et n'importe quoi sur Twitter, mais c'est devenu un outil supplémentaire de contrôle des masses en faisant que les gens ne peuvent plus vraiment émettre leurs opinions, dire vraiment ce qu'ils pensent. Et lorsqu'ils ont des mots trop crus, ou bien lorsqu'il y a certains tweets qui font parler d'eux, etc., il y a cette censure-là qui est exercée.
Et pire que la censure, il y a l'autocensure. Parce qu'effectivement, les gens, lorsqu'ils ont été pris une première fois, la deuxième fois, ils réfléchissent à ce qu'ils vont écrire. Et j'en parlais justement sur Twitter avec une personne au moment où on a parlé je sais pas si tu te rappelles, de la zone des 1 km dans laquelle on devait être pour pouvoir faire son footing. Donc la personne me disait, oui, non, mais c'est un site institutionnel, il n'y a pas de captation de données, c'est quelque chose de purement formel, c'est juste une manière de savoir où on est, si on n'est pas trop loin, etc. Mais je lui disais, mais le problème n'est pas là, qu'il y ait captation ou non de données, le problème, il est que tu intègres, que tu es en délit, quoi. Tu es en train de commettre un délit en sortant de chez toi pour faire un footing, et si tu es à 1 km 100 au lieu d'être à 1 km, tu t'auto-censures, tu t'auto-contrôles. C'est un peu ce qu'on appelle la servitude volontaire, c'est-à-dire que tu es dans une forme. C'est comme dit, c'est une autre chanson de Darryl d'ailleurs qui dit que la meilleure des polices, c'est... Puis il y a tout un ensemble de couplets pour expliquer que finalement, il n'y a pas besoin d'uniforme pour mater les foules. Il y a plusieurs moyens qui existent et l'autocensure fait partie de ces moyens-là. Donc effectivement, après la crise sanitaire du Covid-19, moi je suis particulièrement pessimiste. Je pense que les libertés publiques vont vraiment prendre un sale coup. Parce que jusqu'à présent, on avait le spectre du terrorisme. Bon, maintenant que des groupes comme Al-Qaïda ou comme l'État islamique ont été vaincus sur le terrain, comme ça, on dirait que ça ne suffit pas pour tenir les foules. Donc, la crise sanitaire, c'est pas mal parce que c'est un spectre qui est encore plus invisible, quoi. C'est dans le domaine du microscopique. Alors, je ne veux pas non plus tomber dans le complotisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de crise sanitaire, que ça ne fait pas de mort, etc. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand même la première chose qu'a décrété le gouvernement quand il y a eu cette crise sanitaire, au lieu de réellement se préoccuper des préoccupations purement sanitaires, ça a été de faire un nouvel état d'urgence sanitaire. Donc là, ça donne le ton, ça donne le là. Et bien sûr, ces lois-là, elles risquent de rester. Ces lois-là, elles vont pas disparaître avec l'effet cliquet, elles vont faire des petits. Et puis quand il y aura un nouveau virus qui apparaîtra, on ressortira cet état d'urgence sanitaire avec peut-être des atteintes aux libertés publiques encore plus flagrantes et encore plus généralisées. Donc je crois qu'il faut être particulièrement vigilant dans la période justement de ce qu'on appelle le jour d'après ou la période de déconfinement selon comment on se place sur l'échiquier politique. Là, il va falloir être particulièrement vigilant et ne pas laisser le gouvernement, laisser l'État, laisser le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice faire n'importe quoi. Il en va vraiment de la liberté de chacun et de chacune. Merci Kamel. Moi, je vous remercie à votre tour, toi et l'ensemble des auditeurs et des auditrices. Et puis on va passer le morceau de la rumeur. Merci beaucoup. Ça sera un petit pied de nez à Twitter qui m'a censuré pendant 12 heures. Exactement. Écoutez bien le morceau, il est vraiment bien. Merci Kamel. À bientôt. Salut. Ciao. Le champ est libre comme l'air, toujours le même calibre, mes chers confrères, dans la main pour tuer une puis dissuader quelques fils de putain en travers de notre chemin. La coupe est pleine et où on crache dans la soupe et sur les sales groupes et que quelqu'un se la ramène. J'ai toujours pas retrouvé le sourire, ni ce dance floor de salope, du rap et du R&B non-stop. Ici le style a autant de scrupules qu'une maison d'arrêt qui brûle, c'est dire comme ça craint le pire, comme ça sert à rien de nous ralentir. Je peux encore vous surprendre, car aucune stèle sera assez grande pour qu'ils se branlent sur nos séquelles, comme des pucelles ou se rendent complices des parties de balle trappe de la police. La censure peine de tous ces efforts et que d'obscurs syndicats de port, en cas d'en comprendre bavure, invoquent le coup du sort et nous convoquent leur état-major. Pendant que la censure peine de tous ces efforts et que d'obscurs syndicats de port, en cas d'en comprendre bavure, invoquent le coup du sort et nous
convoque leur état-major. Bref, rien de bien nouveau sous le soleil. Les mêmes vieilles chiennes sur leurs vieilles piles d'oseille. Ces bonnes vieilles lois pour nos bons vieux trous à rats. Un extra cette fois, un trophée ces derniers mois. Une portée de gorée, c'est coincé entre les mailles de mon filet. J'y ai même trouvé un code pénal à tranche dorée, expédié par voie d'huissier, avec tous les bravos du 9 place Beauvau. Le pompon, la cerise, je crois à ma plus grosse prise. Ça me changera des frises et de la bouillie pour chat. Concert aux grandes fêtes foraines républicaines. Ça m'inspire l'amour et la joie qui fait défaut à mes rengaines bien trop chargées de haine. Sur peine de tous ces efforts et que d'obscurs syndicats de port en cas d'encombrant de bavure invoquent le coup du sort et nous convoquent leur état-major pendant que la censure peine de tous ces efforts et que d'obscurs syndicats de port en cas d'encombrant de bavure invoquent le coup du sort et nous convoquent leur état-major. Encore du rap de fils d'immigrés étrangers à leur code, pourtant si familiers aux flics et à leur brutale méthode. Au rang des non-alignés, qualifiés d'infâmes diffamateurs. Encore et trop d'honneur qui nous distingue des amateurs. C'est la rumeur, 4 têtes à abattre, que les censeurs se rassurent, y a pas que la mesure qu'on va battre. 2004, plein de haine, même interdit d'antenne. Des centaines de détracteurs au cul, que mon son préoccupe. Shit ces braises pas éteintes qui crament dans leurs enceintes, ou dans les plaintes de ces fils de timpe, assis au banc des accusés, puisqu'absents au banc des priorités, la parole arrachée par les minorités. Pendant que la censure peine de tous ces efforts et que d'obscurs syndicats de port en cas d'encombrant de bavure invoquent le coup du sort et nous convoquent leur état-major. Pendant que la censure peine de tous ces efforts et que d'obscurs syndicats de port en cas d'encombrant de bavure invoquent le coup du sort et nous convoquent leur état-major. Bonsoir, on reprend juste l'antenne après ce morceau de La Rumeur. Donc voilà, c'était donc les amis d'Orwell. Merci aux 3 invités qui ont accepté de discuter avec nous. C'était compliqué au niveau technique. Voilà, le retour de nos micros était pas terrible. Vous retrouverez évidemment cette émission sur notre podcast, enfin le site Saurier, saurier.info, où il y a donc toutes les archives de l'émission. Normalement, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours, même si en ce moment on est plutôt à un rythme mensuel. Et puis de toute façon, on ne sait pas vraiment où on se trouvera encore dans un mois ou dans 15 jours. On vous rappelle donc pour toutes les questions relatives à tout ce qu'on a abordé, notamment les fameuses attestations de déplacement. Si vraiment vous prenez des PV, ne les payez pas, renseignez-vous sur les différents sites comme Paris Lutte Info qui proposent pas mal de formules de lettres type pour contester ces amendes. Il y aura évidemment pas mal de décisions de justice en espérant que la justice fonctionne encore complètement. Pour essayer justement de faire casser ces procédures. Voilà, merci Jim. On se retrouve donc dans 15 jours si tout va bien. Et puis on se quitte avec le morceau, c'est ça ? Avec un morceau Vivolé version hommage, ça s'appelle. C'est Yacine qui a fait ça. Il dit qu'il l'a fait enregistrer il y a 6 mois, qu'il n'était pas hyper content, mais avec ce qui s'est passé à Villeneuve, il a quand même décidé de le poster sur Internet. Ouais, je crois que c'est tiré justement du livre qui s'appelle Permis de tuer, paru il y a 5-6 ans aux éditions Sileps, qui justement répertorie un peu tous les morts entre les mains de la police depuis 1950. Et c'est un long morceau très émouvant. Et donc écrit en hommage aussi au collectif Vivolé. Merci, bonne fin de soirée sur Radio Libertaire. À la prochaine. Je sais pas trop par où commencer car la liste est longue. Des âmes qu'ils ont arrachées à leur mère dans ce monde. Mon stylo pleure pendant que j'écris, la pluie tombe. L'encre bavera peut-être mais pas autant que leur plomb. Je pourrais te parler d'André, un ancien combattant, tué pour une affiche collée par l'agent Leno. Ou bien d'Edouard Mazet, un mec du bâtiment, qui a pris une balle dans le front juste en manifestant. Y'a aussi François Justinien, Édouard et Constance. Sur une femme enceinte, ils ont pas hésité à tirer. À Guada en 52, on gère l'effervescence, avec des barricades, des larmes et le feu des barillets. Stalingrad, juillet 53 en flamme, drame. 7 manifestants touchés, coulés sous les balles sales. Le lendemain, personne ne dit mais que fait la police? Normal, elle est soutenue par toutes ces putes de journalistes. Attends, je te fais la liste, Le Monde, Le Figaro,
Tes François ont couvert les racistes. Mes gars demandaient juste de l'indépendance. Maintenant on leur demande juste de quitter la France. 6 ans plus tard, Christian rentrait du basket à Fort-de-France où les béquets faisaient la fête. Pris dans une échaude au fourré, il essaye de s'expliquer quand un flic à bout portant lui colle une balle dans la tête. Daniel sortait de soirée, à 4 du mat, un peu éméché, se fit abattre dans une ruelle ombragée par un keuf dérangé, enragé, ravagé qu'à mélanger, faire respecter l'ordre et défourailler. Tu vois la vie est belle, sauf quand elle s'arrête, ouais. Vous jouez avec nos vies, faites tourner les manettes. Des fois je me dis peut-être que l'avenir est bête. Il a oublié tous ceux que le passé maltraite, ouais. Tu vois la vie est belle, sauf quand elle s'arrête, ouais. Vous jouez avec nos vies, faites tourner les manettes, non. Des fois je me dis peut-être que l'avenir est bête. Il a oublié tous ceux que le passé maltraite, non. Rappelle-toi d'Annette d'Edouard et d'Alexandre. Rappelle-toi qu'au Lamentin ils se sont fait descendre. Rappelle-toi de ce 17 octobre 61, d'Ahmed et Fatima, la France a leur sang sur les mains. Vas-tu parler, vas-tu te taire, a lancé Yacine. Au peuple français cautionnes-tu ce mal et ses racines. Ce jour-là Papon et De Gaulle nous ont ouvert les veines, en tuant, torturant, jetant des Arabes dans la Seine. 4 mois après, lors d'une manif contre l'OAS, un groupe se retrouve entouré par des CRS. Jean-Pierre, Fanny, Daniel, Anne-Claude, Édouard, Hippolyte, Raymond, Maurice, Suzanne laisseront la vie ce jour à la station Charonne. Pendant ce temps-là, Michel Debré se paponne, ouais. 4 jours de grève, c'est tout ce qu'il en restera. Ils diront bref, c'est bien triste, oublions, etc. Malheureusement la suite c'est bien mai 67, avec un accent aigu, au cap à les créoles, ça tempête. Tais-toi, Jacques Nestor, Camitar et Harry Pince-Maille. C'est que le début à Pointe-à-Pitre, le chaos s'installe. On torture, on tabasse, on enlève des femmes. Même pendant les veillées funèbres, on fait parler les armes. Les corps recouvrent le sol, la terre de sang mouillé. Le français ne suffit plus pour décrire le massacre oublié. Il paraît qu'on a décolonisé l'Afrique. Pilule bleu, blanc, rouge, arrête-toi, t'es dans Matrix. Si certains te demandent pourquoi les gens là-bas viennent sur notre continent, réponds leur CFA. Tu vois la vie est belle, sauf quand elle s'arrête, ouais. Vous jouez avec nos vies, faites tourner les manettes, non. Des fois je me dis peut-être que l'avenir est bête. Il a oublié tous ceux que le passé maltraite. Dis-moi qui se souvient de Gilles le lycéen, de Maurice Blanchet ou encore de Jean-Pierre Thévenin. Tous morts en 68 pour avoir défendu leurs droits. L'un noyait l'autre dans sa cellule, le troisième on ne sait pas. Ça ne s'arrête pas là, en France les douilles sont bien viscères. Gérard en fera l'expérience rencontrant Pierre Mesmer et Lucifer, les béquets vocifèrent que c'est noir entre chez eux où on les fera taire. Tueurs, comme le jour où ils ont abattu Mohamed, froidement dans un couloir juste à la mitraillette. Le flic avait 0,9 grammes d'alcool dans le sang, ouais. Le proc a conclu par de la légitime défense, bien sûr. Je ne peux pas oublier Lounès Ladj, assassiné froidement dans la rue par un des leurs, ils le savent. La gendarmerie fera l'effort d'aller l'arrêter, mais y a encore trop de morts d'écrire, je peux pas m'arrêter. 74 passes, point de grève dans la canne. Raynor se plaint des conditions lamentables. Une balle venue du ciel va mettre fin à sa vie. Le policier dans l'hélicoptère est ravi. 2 jours plus tard, alors que les obsèques arrivent, les plaies se rouvrent et la douleur se ravive quand on trouve le corps brûlé de Georges Marie-Louise, torturé, coupé, frappé jusqu'à ce que mort s'en suive. Patrick Mirval décède dans une camionnette. Mustapha Boukézer s'est pris 5 balles pour des sornettes. Richard Camoud un flingué pour on ne sait quoi. Vital Michal en mort pour avoir été là. Tu vois la vie est belle sauf quand elle s'arrête. Vous jouez avec nos vies, faites tourner les manettes. Des fois je me dis peut-être que l'avenir est bête. Il a oublié tous ceux que le passé maltraite. Attention les jeunes, je ne sais pas si c'est le froid, mais ce soir j'ai la gâchette facile. Là où arrivera les frais, sans savoir pourquoi, de l'envie de sang d'un CRS raciste. Marcel Nonaro, Éloi Machoro, les Kanaks, ne les oublie pas, eux aussi tombés dans l'arnaque d'une France mesmérisée, des dom-toms à l'Elysée. La violence prolifère pendant qu'ils essaient de la banaliser. 1985, rien ne change, Charles-Henri Salin le découvrit d'une manière étrange. Il sortait tranquillement du cinéma quand le maréchal Michel Masse lui mit 3 balles dans l'estomac. Dis-moi, peux-tu m'expliquer le pourquoi de ces victimes? Comment peux-tu justifier la mort de Malik Oussekine, de Saad Saoudi, de Thomas, de Pascal, de Makomé, de Youssef, de Aïssa, de Jawad? On approche l'an 2000 et ça ne ralentit pas, ouais. Les flics tirent dans le mille, demandent à Mehdi Reziga. C'est soi-disant pendu 4 jours avant de sortir. Ouais, je connaissais la mauvaise foi, mais ça je crois bien que c'est encore pire. Quand on prépare un génocide, on s'attaque à la source. Les victimes de la police, Berrichir les représentaient tous. Comme pour tant d'autres, un meurtre masqué en accident. Dis-moi pourquoi c'est Halloween toutes les semaines ces derniers temps. Et tous ces juges, comment font-ils pour dormir la nuit? Non-lieu sur non-lieu, ils salissent la mémoire de ces gens. Ça s'est passé comme ça pour Aboubakari, ouais. Des preuves trafiquées qui passeront avec le temps. Tu vois la vie est belle, sauf quand elle s'arrête. Vous jouez avec nos vies, faites tourner les manettes, non.
Des fois je me dis peut-être que l'avenir est bête. Il a oublié tous ceux que le passé maltraite. Sarkozy arrive armé de son Karcher. Ça se plaint d'Amé du foulard, le mec des blatères. Ni Adèle, ni Siaka nous pardonner ne pourra. Laisse-moi te rappeler le nom de leur frère, Zied Bouna. Eric Blaise laissé pour mort dans sa cellule. Taoufik ils l'ont noyé à 3 au clair de lune. 2 heures après l'accident, ils appellent seulement les secours. Mais pour Tina c'est déjà trop tard, elle a déjà passé son tour. Force à Ramata qui se bat pour toutes ses filles volées. Paix à son frère Lamine qui lui s'est envolé. La même année ils ont tué Nelson et Louam, Lakami, Mouchine et Aloutiam. Force à la famille de Baba Traoré noyé. Et à celle d'Abdel Hakim Jimmy mort étranglé. Ali Ziri un non-lieu de plus pour ses ports. Le procès un manque de respect de plus pour les morts. Force à Farid El Yamni, ils ont tué son frère. Manipulé les preuves, joué des délais judiciaires. La juge tente de dissuader la famille de la Houssine. Bah alors Virginie, la police c'est ta copine. Ils félicitent leurs troupes, leur rendent même hommage. Si tu veux une médaille, t'as juste à jeter Morat du 2e étage. Houssine s'est pris une balle alors qu'il était menotté. Sa sœur Louisa se bat encore cherchant la vérité. Rémi Fraisse, une grenade égarée. Abdoulaye Camara, on ne saura jamais ce qu'il en a été. Karim Takpalout, fauché par un train, à qui la faute? Attention, un flic peut toujours en cacher un autre. Adil Taichi, Babacar Gueye, Amadou Koumé. On veut le respect pour eux et aussi pour Harouna. Il faut que s'arrêtent ces flics et leur impunité. Tous derrière à ça, on demande la justice pour Adama. Tu vois, la vie est belle, sauf quand elle s'arrête, ouais. Faut jouer avec nos vies, fait tourner les manettes, non. Des fois je me dis peut-être que l'avenir est bête. Il a oublié tous ceux que le passé maltraite. Tu vois, la vie est belle, sauf quand elle s'arrête, ouais. Faut jouer avec nos vies, fait tourner les manettes, non. Des fois je me dis peut-être que l'avenir est bête. Il a oublié tous ceux que le passé maltraite. J'arrive à la fin de mon texte, mais ce n'est pas trop tard pour changer l'équation et modifier l'histoire. Est-ce que maintenant tu comprends pourquoi c'est dark? On se lève et manifeste pour le prix de l'essence et pas pour le sang d'un noir, dis-moi. Merci à tous.